Yo, enfin on se retrouve pour cette tant attendue vidéo des insectes partie 4. Je vous le dis cash, ça va charbonner un petit peu. Pour vous remettre un petit peu dans le bain concernant les insectes, je vous rappelle qu'on a traité l'ensemble des groupes, hormis le grand clade des holométaboles. Les holométaboles, c'est quoi? Pour faire simple, ce sont les insectes qui ont une métamorphose complète avec 4 stades. L'œuf, immobile, la larve, mobile, qui ne ressemble pas du tout à l'adulte, la nymphe, ou pupe ou chrysalide, immobile, et l'adulte, également appelé imago, mobile. Donc ça fait immobile, mobile, immobile, mobile. Au stade larvaire, l'insecte est dépourvu d'ailes et va principalement bouffer, bouffer et encore bouffer pour préparer le stade immobile, amenant à la métamorphose en un imago ailé qui va pouvoir se disperser et perpétuer l'espèce. Voici la phylogénie des insectes présentée par Mizoff et collaborateurs en 2014. On va se baser sur la continuité de cet arbre pour parler des différents groupes. L'objectif c'est de traiter tous les holométaboles en 5 ou 6 vidéos, histoire de pas faire des épisodes trop longs comme j'ai souvent l'habitude d'en faire. Sachant qu'on a 11 ordres d'insectes appartenant aux holométaboles, et 4 d'entre eux appartiennent au Big Five. Vous vous rappelez, j'en ai parlé la dernière fois, ce sont les 5 ordres d'insectes avec plus de 100 000 espèces décrites. Dans l'épisode précédent, on a coffré les hémiptères, et cette fois on va se consacrer uniquement à un autre membre du Big Five, qui en termes de biomasse pure, explose n'importe quel taxon sur Terre. C'est parti pour les hyménoptères, qui constituent le deuxième ordre le plus diversifié, avec près de 200 000 espèces décrites, rassemblant abeilles, guêpes et fourmis. L'ordre des hyménoptères comprend des phytophages, des pollinisateurs et une large part d'entomophages, jouant un rôle central dans les écosystèmes. Par entomophage, on entend par là des mangeurs d'insectes, et comme nous allons le voir, plus de 50% des espèces d'hyménoptères sont des parasitoïdes ou des prédateurs. Ce qui fait la célébrité des hyménoptères, c'est le phénomène de socialité, avec un système de caste, un élevage coopératif de la progéniture et une forte cohésion des membres de la colonie. Mais bien sûr, j'y reviendrai dans le détail le moment venu. Juste pour rappel, hors hyménoptères, seuls les termites sont considérés comme des vrais insectes sociaux. Petit point anatomie. Les hyménoptères possèdent des mandibules bien développées, qui servent à la capture des proies et au façonnage du nid. Ils ont les maxilles et le labium unis par une membrane, formant une sorte de trompe qui permet l'aspiration des liquides. Ils ont également 2 paires d'ailes reliées entre elles, et les ailes antérieures sont plus larges que les postérieures. Et petit point génétique, important pour la suite, les mâles sont haploïdes, ce qui signifie que leurs cellules ne renferment qu'un seul exemplaire des chromosomes de l'espèce, tandis que les femelles sont diploïdes, leurs cellules possédant une paire de chacun des chromosomes. Vous vous en doutez, avec ce taxon gigantesque que sont les hyménoptères, je ne vais pas pouvoir parler de toutes les familles. Alors j'ai fait une espèce de sélection, je vais essayer d'aller à l'essentiel et de ne pas trop m'éparpiller. Pour me simplifier la tâche, mais aussi pour votre compréhension, je vais utiliser cette superbe phylogénie de la publication de Peters et collaborateurs traitant de l'évolution des hyménoptères, qui je trouve est particulièrement bien foutue. Niveau classification, l'ordre des hyménoptères est divisé en 2 sous-ordres. Les symphytes, également appelés mouches à scie, chez lesquels l'abdomen fait directement suite au thorax, et où il n'y a pas d'étranglement. Et les apocrites, chez lesquels l'abdomen est bien distinct du thorax, du fait justement d'un étranglement. Autre différence, les larves des symphytes sont libres, avec 3 paires de pattes et des ocelles, tandis que les larves des apocrites sont dépourvues de pattes ou d'ocelles. De plus, les larves de symphytes ressemblent superficiellement à des chenilles de papillons à s'y méprendre. Elles sont phytophages, ce qui fait de certaines espèces des ravageurs des milieux forestiers et agricoles. La famille des Tantrédinidae est un gros morceau du groupe, avec près de 7500 espèces recensées. Les adultes sont des pollinisateurs confirmés. Sur notre arbre, les symphytes correspondent à tous les groupes dans le cadre rouge. Je ne m'éternise pas sur les symphytes et concentrons-nous plutôt sur le sous-ordre des apocrites, qui je le rappelle possèdent donc un étranglement entre le thorax et l'abdomen. Historiquement, on divisait les apocrites en 2 groupes, les Parasitica et les Acuellata, mais il s'avère en fait que les Parasitica sont un groupe paraphylétique. Sur l'arbre, ce sont tous les taxons entourés en rouge, et comme leur nom l'indique, ce sont, pour faire simple, des guêpes parasitoïdes, et il en existe une très grande diversité. La plupart des espèces sont petites et possèdent un ovipositeur fait pour percer les larves d'autres insectes holométaboles ou d'araignées, dans lesquelles les guêpes pondent leurs œufs. Une fois éclos, les larves se nourriront de leur hôte depuis l'intérieur, provoquant ainsi la mort de leur garde-manger.
Parmi les guêpes parasitoïdes, on a par exemple la famille des Ichneumonidae, comprenant 35 sous-familles regroupant plus de 60 000 espèces. Oui, 60 000 espèces dans une seule et même famille. Beaucoup d'entre eux sont parasites de larves de lépidoptères, mais beaucoup d'ordres d'insectes sont visés, à tel point qu'il est courant que 10 à 20% de la population d'un seul hôte soit parasitée. Dans ce calcul, je compte aussi les autres groupes de guêpes parasitoïdes bien sûr, mais tout ça pour vous dire que ces guêpes, elles ont indubitablement un rôle de régulateur des populations d'insectes. Les Ichneumonidae adultes se nourrissent de sève végétale et de nectar, et la plupart du temps, ils sont en quête d'un partenaire pour s'accoupler, ou alors ils sont à la recherche d'un hôte pour leur future progéniture. D'ailleurs, on observe deux stratégies. On a les idiobiontes qui paralysent leur hôte et l'empêchent de se déplacer ou de se développer, et les coïnobiontes qui permettent à leur hôte de continuer à croître et à se développer. Mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, l'hôte meurt au bout de quelques semaines. Avec une diversité pareille, vous vous doutez bien qu'on retrouve des espèces spécialisées dans tout et n'importe quoi. Et perso, je trouve fascinant les espèces du genre Megarissa, qui sont connues pour avoir les plus longs ovipositeurs de tous les insectes. Cette taille démesurée est expliquée par le fait qu'elles parasitent les larves de Syricidae, des cousins symphytes, qui sont xylophages et vivent profondément à l'intérieur des troncs d'arbres, ce qui oblige Megarissa à percer plusieurs centimètres de bois massif avec son ovipositeur pour atteindre les hôtes de ses futurs bébés. On a même des espèces qu'on qualifie d'hyperparasitoïdes, comme la sous-famille des Mésocorinés, qui pondent leurs œufs à l'intérieur des larves d'autres Ichneumonidae parasites. Inception Time, il existe même des espèces qu'on nomme parasites tertiaires, dont les larves se développent sur les larves d'hyperparasites. Petit aparté pour vous raconter une histoire rigolote sur l'espèce Dinocampus coccinellae, de la famille des Braconidae, qui porte très bien son nom, puisque l'adulte injecte son œuf seulement dans la coccinelle maculée. L'œuf éclot, puis la larve commence à se nourrir des entrailles de la coccinelle, toutefois sans attaquer ses organes vitaux. À maturation, la larve s'extirpe de l'abdomen du coléoptère, puis prépare sa métamorphose en s'enroulant dans un cocon de soie. Et le truc complètement dingue, c'est que la coccinelle est encore vivante et va littéralement servir de garde du corps au cocon. Elle a de puissantes mandibules et peut suinter de l'hémolymphe toxique par ses articulations, en gros pisser du sang toxique par les genoux. Scientifiquement, une étude a pu montrer que de nombreux virus étaient présents dans le cerveau des coccinelles parasitées, virus retrouvés également dans la guêpe adulte au niveau des ovaires. On se retrouve ici dans un cas classique de parasitisme emboîté, où le parasite virus favorise l'action de son hôte, ici la guêpe, qui cherche à parasiter son hôte, ici la coccinelle, le tout bénéficiant au final à la prolifération du virus et de la guêpe. La famille des Aphidiidae est également très intéressante, et vous pouvez facilement deviner l'hôte ciblé dans l'étymologie de leur nom, puisque les Aphidiidae, ce sont nos amis les pucerons. Les guêpes de cette famille sont toutes petites, 2 à 3 mm de long, et les femelles pondent un œuf par puceron. La larve dévore son hôte de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une enveloppe de chitine vide. Elle se transforme ensuite à l'intérieur ou en dessous dans un cocon. Quant à elles, les guêpes de la famille des Cynipidae pondent leurs œufs dans les tissus végétaux, formant ainsi des excroissances qu'on appelle des galles, dont l'aspect diffère selon les espèces. Ce sont principalement les chênes et les rosiers qui sont touchés par ces guêpes. Certaines espèces, comme Biorhiza pallida, sont dépourvues d'ailes. Enfin bref, il existe tellement de groupes de guêpes parasites que ça en donne le vertige. Pour en finir, voici des représentants de la famille des Stephanidae, appelées guêpes couronnes. Elles ont également un ovipositeur démesuré, et en plus de ça, je trouve que la forme de leur tête leur donne vraiment un côté alien. Allez, on passe maintenant aux Aculeata, tous les taxons que vous voyez en rouge. Au sein de ce groupe, l'ovipositeur de la femelle est modifié en un dard pour injecter du venin. I'm ready. Dans ce groupe, on a des guêpes solitaires, mais on va commencer par nos copines sociales. Place maintenant aux Vespidae, qui sont certainement parmi les plus gros casseurs de couilles pour beaucoup d'humains sur Terre. On y retrouve plus de 5000 espèces, dont nos amis frelons et guêpes. Et cette fois par guêpes, j'entends les guêpes sociales qui viennent vous embêter l'été, et pas tous les groupes de guêpes dont j'ai déjà pu vous parler avant. Tout ça pour vous montrer qu'un seul mot peut désigner des taxons bien différents. Les Vespidae sont omnivores avec une prédilection pour la viande, faisant d'eux de redoutables chasseurs au sein des écosystèmes. Ils jouent un rôle important dans la régulation naturelle des populations d'insectes considérées comme nuisibles, mais bon, c'est pas pour ça qu'ils vont cracher sur un petit bout de jambon dans votre assiette. Le nid est constitué d'alvéoles que les guêpes produisent en mastiquant du bois pour le mélanger à leur salive.
Il peut être édifié dans le sol, dans le haut des arbres ou parfois dans les ouvertures de bâtiments. Chaque colonie de guêpes possède une seule reine et des ouvrières stériles. Les colonies ne vivent en général qu'une année et seule la reine passera l'hiver. Niveau reproduction, c'est très proche des fourmis et des abeilles, un peu moins complexe, et comme je vais en parler dans le détail après, je ne m'étends pas là-dessus pour le moment. Les classiques Vespidés, que vous connaissez très bien, c'est la guêpe germanique, Vespula germanica, et la guêpe commune, Vespula vulgaris, qui sont présentes dans la plupart des pays de l'hémisphère nord. Pour les différencier, c'est très simple de près. La guêpe germanique possède 3 petits points noirs caractéristiques sur sa face, servant de détecteur, tandis que la guêpe commune a une espèce de flèche noire au même endroit. Le king des Vespidés, c'est le frelon. Bien sûr, il en existe plusieurs espèces, comme le célèbre frelon européen, Vespa crabro, recordman de nos régions en taille avec ses 30 mm. Plus petit et désormais célèbre, le frelon asiatique, Vespa velutina, a été introduit par l'activité humaine en Europe, où il menace certains insectes autochtones, comme les abeilles, mal adaptés à ces techniques de chasse redoutables. Pour capturer les abeilles, il se place en vol stationnaire à l'entrée d'une ruche, où il patrouille au-dessus des fleurs fréquentées par les abeilles. Sa taille plus importante et ses grandes pattes lui permettent de saisir l'abeille et de l'emporter avec lui. Il n'en gardera que le thorax et en fera une boulette qu'il emportera pour nourrir les larves de sa colonie. Son impact sur les apiculteurs et les populations d'abeilles sauvages est à présent clairement reconnu. Bon, je choisis d'en parler là, mais bien sûr les frelons et les guêpes, comme d'autres hyménoptères, infligent des piqûres pas super chill à cause du diamètre de leur dard et de la composition de leur venin. Mais non mortels, même avec des dizaines de piqûres. Sauf si la personne piquée est allergique. Dans ce cas, oui, la mort peut survenir. Désolé. Après, si vous trouvez les frelons de chez nous effrayants, je vous présente Vespa mandarinia. Aussi connue sous le nom de frelon géant, la plus grosse espèce d'hyménoptère sur Terre, avec ses 5 cm de long. 300 abeilles en 1 heure, c'est ce qu'il peut buter sans broncher. Un autre taxon immanquable d'hyménoptères, c'est la famille des Pompilidés, avec plus de 4000 espèces décrites, qui ont pour caractéristique principale d'être des prédateurs exclusifs d'araignées. Très spécialisés, certains genres ne s'attaquent qu'aux mygales. Une fois l'arachnide repéré, le pompile paralyse sa proie en lui injectant son venin, annihilant toute sa dangerosité arachnéenne. Un œuf est pondu directement sur le corps de l'araignée qui servira de garde-manger pendant toute la phase larvaire. Du même style, on a la famille des Scolidés, les scolies, qui quant à elles parasitent principalement les larves de coléoptères. La scolie à front jaune, Megascolia maculata, est certainement le représentant le plus emblématique de nos régions avec ses 5 cm de long. Je sais c'est balèze, donc attention ne la confondez pas avec un frelon. Elle parasite les larves de scarabées rhinocéros, Oryctes nasicornis et forcément moins de gros coléoptères, donc raréfaction des scolies. Je pense qu'il est également important de parler de la famille des Mutilidés, avec près de 7000 espèces, communément appelées fourmis de velours, qui ne sont pas en fait de vraies fourmis. Elles sont solitaires et sont connues pour leurs piqûres extrêmement douloureuses. La fourmi panda, Euspinolia militaris, célèbre pour sa mignonitude, appartient à cette famille. Comment évoquer les hyménoptères sans parler des très nombreuses fourmis qui forment la famille des Formicidés? Elles vivent en colonies, les fourmilières, avec parfois plusieurs millions, voire centaines de millions d'individus, une complexité atteignant les plus hauts niveaux de la folie entomologique. Plus de 14 000 espèces ont été répertoriées, donc oui c'est beaucoup, mais peu par rapport à d'autres familles d'insectes. Par contre, en termes de biomasse pure, juste pour vous faire frissonner, leur population est estimée à 1 milliard d'individus, tel que la masse de la myrmécofaune excède le poids de l'humanité et représenterait 10 à 15% de la biomasse animale dans beaucoup d'habitats. Le succès évolutif des Formicidés est en grande partie dû à leur organisation sociale, avec la division du travail et un système de caste, leur plasticité génétique, leur opportunisme alimentaire et leurs innovations. 99% des espèces de fourmis ont une reine, voire plusieurs reines dans certaines colonies. Donc oui, il y a des exceptions, certaines sont monogynes et d'autres polygynes. Les reines pondent des œufs qui donneront pour la plupart des femelles aptères et stériles, appelées ouvrières. Et périodiquement, selon les facteurs climatiques, on assiste à ce qu'on appelle l'essaimage. Des mâles et des femelles ailées fertiles quittent la colonie pour se reproduire avec ceux d'autres colonies. Après l'accouplement, les mâles meurent, pour changer, mais leur précieuse semence est stockée plusieurs années dans la spermathèque des femelles. Ces dernières s'enfoncent dans le sol et commencent à pondre pour établir une nouvelle colonie, ou parfois elles retournent dans leur fourmilière originelle.
Les fourmis communiquent systématiquement entre elles grâce à plusieurs types de phéromones, et elles pratiquent ce qu'on appelle la trophalaxie. C'est un processus alimentaire où, pour faire très simple, une fourmi A vomit dans la bouche d'une fourmi B. Non, plus sérieusement, les fourmis ont ce qu'on appelle un jabot social. C'est un organe permettant de restituer de la nourriture ingérée à une autre fourmi. Chez certaines espèces, comme le genre Myrmecocystus, il existe des ouvrières ultra spécialisées, capables de stocker de grandes quantités de miella dans leur corps, faisant d'elles de véritables réservoirs vivants, desquels leurs congénères se servent en bouffe. On les nomme ainsi fourmis pot de miel. Au niveau de la taille, il faut savoir que déjà pour une même espèce, vous avez une grande variabilité en fonction de la caste. Sinon, pour les plus petites espèces, elles mesurent quelques millimètres, et les plus grosses jusqu'à 3-4 cm, comme Dinoponera gigantea qu'on retrouve en Amérique du Sud. Rapidement, pour vous évoquer quelques espèces de fourmis, on la retrouve en Amérique du Sud et Amérique centrale, voici Paraponera clavata, appelée fourmi balle de fusil, en raison de sa piqûre extrêmement douloureuse. Oh my god! Oh my god, it is really bad! Bon, depuis le début de l'épisode, je vous montre des extraits de la chaîne YouTube de Coyote Peterson, qui se fait piquer par tout et n'importe quoi. Bon, ok, ça peut paraître débile, il surjoue peut-être, et c'est aussi pour faire le buzz bien sûr, mais dites-vous quand même qu'il fait ça sur des hyménoptères, dont la piqûre est certes très douloureuse, mais non mortelle sauf allergie. Ce n'est pas comme si un taré se faisait mordre par des élapidés. Et il faut quand même que je vous parle rapidement de l'échelle de la douleur de Schmid, pour vous expliquer l'origine du nom de la fourmi balle de fusil. Schmid est un entomologiste un peu maso qui s'est fait piquer par plein d'espèces d'hyménoptères, dans le but de réaliser une échelle de la douleur des piqûres. Et la Paraponera clavata arrive en tête de son classement, avec une piqûre décrite comme une douleur pure, intense, brillante. Et ce que j'ai trouvé super intéressant dans cette échelle de Schmid, c'est que le monsieur faisait ça pour vérifier une hypothèse selon laquelle l'évolution de la socialité chez les hyménoptères dépendait de l'évolution d'un venin à la fois douloureux et toxique, puisque la socialité signifie des regroupements en colonies, et le nid devient alors une cible riche en nutriments facile d'accès. Pour que la socialité soit bénéfique à l'espèce, une piqûre douloureuse comme moyen de défense est un atout pour se protéger des prédateurs. Bon, passons sur une espèce de bonne taille qu'on rencontre par chez nous, Messor barbarus, dont les fourmilières sont constituées de galeries dans les sols secs et rocheux. Elles sont granivores et on peut facilement observer l'acheminement des graines jusqu'au nid, formant des autoroutes à double sens sur plusieurs dizaines de mètres. Une fois acheminées au nid, les graines sont stockées au sec pour éviter leur germination. Également célèbres, ce sont les fourmis champignonistes, originaires d'Amérique du Sud, qui découpent des morceaux de végétaux qu'elles ramènent à l'intérieur de leur colonie, pour les utiliser comme engrais afin de cultiver un champignon. Elles récoltent ensuite ce champignon qui sert d'apport nutritif pour la colonie. Oui, c'est de la fucking agriculture. C'est bien connu, on a même plusieurs espèces de fourmis qui font de l'élevage avec les pucerons, dont elles récoltent le miella en frottant leur dos. En fonction du temps qu'il fait, elles peuvent rentrer les troupeaux de pucerons dans la fourmilière ou les sortir, les laisser pâturer sur leurs plantes nourricières. En opposition à ces fourmis paysannes, voici des fourmis légionnaires du genre Dorilus, originaires d'Afrique centrale et orientale, qui sont strictement carnivores et s'attaquent à des proies plutôt balèzes, des gros arthropodes, des petits mammifères, des reptiles, des oiseaux, et elles sont même considérées comme dangereuses pour l'homme. Après, il faut quand même relativiser car leur vitesse de déplacement est de 20 mètres par heure. Ces fourmis sont pseudo-nomades et créent des colonies temporaires de quelques semaines, et quand la nourriture du secteur devient moins abondante, vient l'heure de la migration. Très impressionnant, ces déplacements massifs de fourmis légionnaires sont appelés marabunta en espagnol. Quant à elles, les fourmis du genre Oesophila qui vivent en Asie ont la particularité de coudre les feuilles des arbres avec le fil de soie que leurs larves produisent pour fabriquer ainsi leur fourmilière. Très efficaces contre les insectes ravageurs des arbres, les Chinois les utilisent depuis longtemps dans les vergers. Si les fourmis vous intriguent, je ne saurais que vous recommander l'excellente trilogie des fourmis de Bernard Weber, qui en a fait tomber plus d'un dans la myrmécologie. Dans cette série de bouquins, on s'intéresse à la vie d'une colonie de fourmis rousses, Formica rufa, dans la forêt de Fontainebleau. C'est une espèce courante des forêts européennes qui a la particularité de pouvoir éjecter de l'acide formique sur ses ennemis. Les fourmilières sont composées de brindilles et peuvent atteindre plus d'1 mètre de haut. Elles sont appelées dômes et permettent une régulation interne de la température. Comme d'autres espèces, les fourmis rousses peuvent créer des super colonies, constituées de plusieurs fourmilières et donc de plusieurs reines qui sont trimballées parfois d'un nid à l'autre. Et assez sympa, elles pratiquent l'esclavage à l'occasion.
Polyergus rufescens est une espèce hyper spécialisée dans l'esclavage. Une fois fécondée après l'essaimage, la reine Polyergus se laisse importer dans une autre fourmilière, généralement de Formica, pour y tuer la reine légitime et prendre sa place afin de faire élever sa descendance par les ouvrières. Les fourmis amazones commencent alors à naître dans cette fourmilière et pour assurer un nombre suffisant d'esclaves, elles font des raids dans des fourmilières voisines et pillent larves et cocons afin de les ramener dans leur nid. Grâce à des mécanismes complexes de phéromones, une fois nées, les ouvrières esclaves se comportent comme si elles étaient dans leur colonie mère et s'occupent des différentes tâches. Ce qui est dingue, c'est que cette espèce est tellement dépendante des esclaves qu'elle est incapable d'élever sa propre descendance, qu'on appelle le couvain, ou d'aménager la fourmilière sans ses esclaves. Récemment, j'ai regardé les vidéos du Tilithropod sur YouTube. Passionné d'arthropodes, il parle beaucoup de myrmécologie et je vous conseille sa chaîne au passage. Ça me fait penser que je n'ai pas du tout abordé la notion de myrmécomorphisme. En 2 phrases, c'est simplement un phénomène où un animal imite une fourmi, d'un point de vue anatomique, comportemental, chimique ou un mélange de tout ça. Et croyez-moi, de nombreuses espèces sont myrmécomorphiques, et elles en tirent de réels avantages, tant les fourmis sont réputées agressives ou indigestes pour certains prédateurs. Bon, je n'ai fait que survoler le vaste sujet des fourmis, et il y a d'autres groupes emblématiques et intéressants au sein des hyménoptères, alors désolé, mais je passe au suivant. On s'attaque maintenant à un très gros morceau, la superfamille des Apoidea, dans laquelle on peut différencier 2 clades, avec d'un côté les sphéciformes, qu'on pourrait nommer les guêpes apoïdes, et de l'autre les Anthophila, qui sont les abeilles. Commençons avec les sphéciformes, chez lesquels on va retrouver des guêpes parasites, ça ne change pas trop d'habitude. Mais je tenais quand même à vous présenter la guêpe émeraude, Ampulex compressa, de la famille des Ampulicidés, qui se sont spécialisés dans les blattes. Autre famille avec les Crabronidés, qui sont un très gros morceau au sein des hyménoptères, avec près de 9000 espèces décrites. Attention tout de même, le clade est potentiellement paraphylétique. Très abondant, certains sont pollinisateurs, d'autres prédateurs et certains kleptoparasites, qui nourrissent leurs larves de proie qu'ils ont volées dans des nids de guêpes. Pour représenter sa famille, je vous présente le phylante apivore, Phyllanthus triangulum, qui porte très bien son nom, étant un des rares hyménoptères solitaires à chasser les abeilles sauvages et domestiques. Plus précisément, c'est la femelle qui paralyse et enterre les abeilles qui serviront d'apéro à sa descendance. Voici une autre famille peu connue du grand public, les Sphécidés, avec près de 8000 espèces recensées qu'on appelle couramment guêpes pouisseuses. Leur mode de vie est assez évocateur dans leur nom. Les adultes chassent toutes sortes de proies qu'ils paralysent et transportent jusqu'à leur nid souterrain pour alimenter les larves. L'amophile des sables, Ammophila sabulosa, est un excellent archétype de la famille. Très présente en France, on retrouve l'espèce dans les endroits sablonneux, et j'ai déjà eu l'occasion de vous la présenter lors de mes sorties nature. L'autre clade d'Apoidea, c'est celui des Anthophila, autrement dit les abeilles, rassemblant près de 20 000 espèces toutes plus intéressantes les unes que les autres. Très ancrées dans notre imaginaire collectif, elles sont loin d'être toutes sociales et productrices de miel, et sachez qu'on retrouve une grande variété de modes de vie, avec des abeilles solitaires et même des abeilles parasites. Je ne vais pas trop m'étendre sur leur rôle de pollinisateur contribuant à la fécondation des plantes à fleurs, et plutôt me concentrer sur d'autres éléments de leur biologie. C'est chez l'osmie bicolore, Osmia bicolore, de la famille des Megachilidés, qu'on observe un des phénomènes les plus remarquables chez les abeilles solitaires, puisqu'elle construit son nid uniquement dans les coquilles vides d'escargots. Elle récupère des fragments de feuilles et de plantes qu'elle malaxe avec de la salive pour en faire une pâte verdâtre appelée ciment végétal. Elle va donc appliquer cette pâte sur la surface de la coquille. Nectar et pollen sont stockés pour constituer des réserves de nourriture pour sa future larve. En effet, elle pond un œuf et construit un opercule interne avec le ciment végétal. Elle bouche ensuite le reste de la coquille avec des petits cailloux et des fragments de bois et maintient l'ensemble par une autre cloison de ciment végétal. Elle recouvre la coquille d'un tas d'herbes ou d'aiguilles de pin pour totalement la dissimuler, empêchant les parasites de visiter le nid. Et c'est quand même un phénomène évolutif que je trouve complètement dingue. Perso, j'ai un petit coup de cœur pour les abeilles à culottes du genre Dasypoda qui ont les pattes très velues, permettant de récolter plus de pollen d'un coup, évitant ainsi les allers-retours incessants. Je vous conseille vivement de voir le documentaire Abeilles sauvages de Jean Hart, dont les images sont juste magnifiques. C'est au sein de la famille des Apidés, rassemblant près de 6000 espèces, qu'on retrouve notre abeille européenne, Apis mellifera, qui est l'une des plus élevées à grande échelle en apiculture pour la production du miel. Comme beaucoup d'hyménoptères sociaux, seule la reine est féconde et a une espérance de vie plus élevée. Le reste de la colonie est composé de plusieurs dizaines de milliers de femelles stériles, les ouvrières, et de quelques centaines de mâles fertiles qu'on appelle les faux bourdons.
Les ouvrières sont issues de fécondés et possèdent un appareil génital atrophié, les empêchant de pondre. Elles ont de nombreuses tâches polyvalentes, comme nourrir les larves, protéger et ventiler la ruche, ou tout simplement récolter le pollen et le nectar nécessaires à l'élaboration du miel pour nourrir toute la colonie. Quant à eux, les faux-bourdons sont issus de non-fécondés et naissent uniquement au printemps. Leur unique rôle est de féconder la reine, après quoi ils meurent, et une fois l'automne arrivé, s'ils sont encore là, on les bute ou on les tèche dehors. Là où ça devient très intéressant, c'est quand les ouvrières sentent qu'une vieille reine s'affaiblit. Elles vont alors construire des cellules royales d'urgence à partir de cellules normales, et des nourrices vont donner à manger aux larves exclusivement de la gelée royale, qui sera donc l'unique régime alimentaire des prétendantes au trône. La première prétendante qui émerge va directement aller maraver ses sœurs, encore en maturation, et si plusieurs prétendantes émergent simultanément, c'est le grand battle royal. La nouvelle reine va émettre des phéromones pour affirmer son contrôle de la ruche, puis elle se met en quête de partenaires faux-bourdons et s'accouple plusieurs fois, jusqu'à ce que sa spermathèque soit pleine, ainsi elle stocke de la semence tranquille de façon à pouvoir réutiliser le précieux liquide quand elle le désire, et de cette façon elle contrôle les naissances, ouvrières ou faux-bourdons. D'ailleurs je vous conseille cette vidéo qui explique super bien le fonctionnement de tous ces mécanismes. Il y a un phénomène que je trouve fascinant dans les ruches, c'est ce qu'on appelle la police ouvrière. Il arrive sous certaines conditions que des ouvrières pondent des œufs haploïdes se développant toujours en faux-bourdons. On assiste alors à un conflit dans la ruche, entre l'ouvrière et la reine alliée à d'autres ouvrières qui sont en charge de supprimer les œufs qui ont été pondus par des abeilles autres que la reine. La police ouvrière garantit ainsi que la progéniture de la reine sera prédominante dans la ruche. Et si j'ai bien compris, dans de très rares cas, le stress provoqué par la police ouvrière incite davantage les abeilles à pondre, contribuant ainsi à augmenter la proportion de faux-bourdons dans la ruche. C'est le syndrome anarchique. La première conséquence est la baisse de productivité de la ruche, puisque je vous le rappelle, les mâles n'en branlent pas une. Et dans le cas de figure où la reine meurt, les ouvrières se mettent à pondre, produisant ainsi un dernier lot de faux-bourdons avant que la ruche ne s'effondre. Et bien que pendant cette période la police ouvrière est généralement absente, eh bien dans certaines ruches, elle continue à être active. Enfin bref, je me suis un petit peu égaré. Sinon, sachez que les abeilles communiquent entre elles via des phéromones et ce qu'on appelle la danse des abeilles, qui permet de renseigner sur la distance, la direction, la quantité et la nature de la nourriture. Pour cela, l'ouvrière émet avec ses ailes un son particulier et transmet l'odeur du nectar dont elle veut communiquer la position. Et juste pour briser une idée reçue, non, une abeille ne meurt pas systématiquement quand elle pique. En fait, quand elle pique un mammifère à la peau épaisse, son dard et son sac à venin peuvent s'arracher, entraînant sa mort, ce qui n'est pas le cas pour des cibles plus petites. Oh man, my face hurts. Ow! Major adverse allergic reactions. Bon, je vais m'arrêter là pour les abeilles. Les bourdons font également partie de la famille des apidés. La majorité appartiennent au genre Bombus, et comme les abeilles, ce sont des pollinisateurs. On les reconnaît facilement car ils sont plus trapus et plus velus. Une autre différence, c'est qu'une colonie de bourdons se crée annuellement alors que celle des abeilles perdure dans le temps. Beaucoup d'espèces, comme c'est le cas chez le bourdon terrestre, Bombus terrestris, établissent leur ruche sous terre. Si vous en suivez un des yeux, vous pourrez peut-être trouver le passage menant à son royaume souterrain. Appartenant également à la famille des apidés, mais placé dans une autre sous-famille, qui ne sont pas les abeilles dites vraies, voici le Xylocope violet, Xylocopa violacea, que vous avez peut-être déjà eu la chance de croiser par chez nous. Impossible de le louper avec le bruit qu'il fait, sa taille, 3 cm de long et 5 cm d'envergure, et surtout son corps entièrement noir avec des reflets bleu métallique. Cette espèce appartient au groupe des abeilles charpentières, le genre Xylocopa, qui ont la particularité de forer le bois mort pour y faire leur nid. Mais attention, elles ne s'en nourrissent pas, ce ne sont donc pas des xylophages. Pour terminer, je souhaite revenir sur la phylogénie de Peter et ses collaborateurs. En vert, on peut voir différentes annotations, comme collecte du pollen ou eusocialité. Cela nous renseigne dans quelle branche et à quel moment de l'évolution des hyménoptères ces phénomènes sont apparus. Et par exemple, l'eusocialité apparaît 4 fois, une fois dans la branche des abeilles, une fois dans celle des fourmis, et 2 fois dans la superfamille des Vespoidea. Un joli phénomène de convergence évolutive intrataxon. Voilà, c'est tout pour cet épisode au cours duquel on s'est focalisé exclusivement sur les hyménoptères. C'était intense, mais nécessaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, lâchez un like si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à la prochaine pour des vidéos un petit peu plus chill avant de reprendre notre voyage du monde des arthropodes.